Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette table ronde qui va plus être sur le S de ESG, avec ce titre La finance innovante au service des personnes en situation de fragilité. Un titre qui peut interpeller par son côté un peu paradoxal, effectivement, quand on parle de personnes en situation de fragilité. On peut faire un raccourci et penser aux exclus de la finance, donc pourquoi parler de finance pour ces gens-là? Et quand on parle d'innovation dans ce domaine, on peut se demander s'il y a vraiment un modèle économique compte tenu de la cible. Et ben, c'est tout l'objet de la table ronde, de balayer un certain nombre d'idées fausses. La première, c'est que parlant de personnes en situation de fragilité, on pense aux surendettés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les personnes atteintes de handicap, il y a aussi les personnes dépendantes, il y a aussi nos étudiants. Que c'est un sujet de niche, mais non. C'est quelque chose qui nous concerne tous, toutes les familles. On peut tous être confrontés à des accidents de la vie. Et enfin, qu'il n'y a pas de modèle économique, mais là, nos participants à la table ronde montreront le contraire. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Thomas Courtois, directeur général de Nickel, la banque à 20 € qui est distribuée sur tout le territoire, en France, et puis en Europe également, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Portugal. C'est ça. Bonjour à tous. On a Arthur de la bienveillance financière, qui est une plateforme système expert et conseil patrimonial pour accompagner les conseillers dans les réseaux. Bonjour à tous. Voilà. On a Laurent Kosinski de Mello et Corinne Letty de Provenir, qui apportent tous les deux des solutions de scoring, de crédit et de lutte contre la fraude. Bonjour. Bonjour. Et Lamia Benkiran de la Fédération nationale du Crédit Agricole qui nous parlera de Point Passerelle, un dispositif national qui accompagne tous les Français sur tout le territoire, pour les Français, les personnes qui rencontrent des accidents de la vie. Bonjour à tous. Et moi, je suis Frédéric Perrin, donc de Cipios. Nous, on construit des applications digitales dans le secteur des services financiers, notamment très fiers d'avoir ou d'accompagner BPI France dans ces plateformes de distribution des garanties de l'État sur les prêts, et notamment cette année les prêts étudiants garantis par l'État. Voilà. Alors pour aborder ce sujet, on va commencer par se demander pour chacun quels sont les clients que vous adressez, quelles sont les personnes et quels problèmes ils rencontrent. Et puis du coup, quelles solutions un peu ingénieuses vous leur proposez. Après, on parlera de modèle économique pour chacun, pour répondre à l'interrogation que je posais. Et donc, peut-être je vais commencer par Lamia, avec ce dispositif assez original de Point Passerelle. À qui vous vous adressez et quels problèmes vous résolvez pour ces personnes ? Alors le Crédit Agricole, tout le monde connaît, hein, c'est 25 millions de clients qui sont partout dans les territoires. On a 39 caisses régionales et effectivement, la fragilité financière telle que vous l'avez définie, c'est-à-dire un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver strictement à n'importe lequel de nos clients. Et donc nous avons décidé il y a 25 ans maintenant, au sein d'une caisse régionale, puisque les innovations viennent toujours du terrain, d'accompagner plus spécifiquement ces personnes, mais non pas seules, mais avec tout un tas d'autres acteurs du territoire. Et c'est toujours avec des acteurs des territoires que les points passerelles accompagnent, donc des personnes qui vivent des moments difficiles. Un accident de la vie, ça peut être du surendettement, une personne qui fait face à un décès, à une séparation, à une perte d'emploi. Et on va qualifier au sein des points passerelles des réponses spécifiques pour ces personnes, donc en 3 temps. Le premier temps, c'est un temps de prévention, puisque l'objectif n'est pas d'avoir un maximum de gens qui atterrissent sur les points passerelles. Et donc la prévention, ça passe par ce qu'on appelle l'éducation budgétaire au plus grand nombre et le plus jeune possible. Un deuxième temps qui est un temps d'accompagnement individuel. Et donc pour accompagner ces personnes au sein des 34 territoires où on est implanté, on a 90 points passerelles et 130 personnes qui vont les accompagner avec 400 partenaires
pour recréer des conditions de sortie de ces difficultés financières, que ce soit au niveau budgétaire, plus particulièrement avec les conseillers passerelles, mais également dans l'emploi avec les partenaires tels que CRIT ou d'autres, le logement avec Action Logement qui est peut-être dans la salle, Habitat Humanisme, enfin c'est vraiment 400 partenaires qui vont les accompagner sur tous les pans de l'inclusion au sens large du terme. Et puis pour finir, quand ces personnes vont avoir un besoin et un projet, comme elles n'auront pas accès au crédit bancaire, puisque souvent elles en sont exclues, eh bien on les accompagne à travers un microcrédit. Donc ça représente 12 000 jeunes touchés par la prévention, 12 000 personnes, foyers accompagnés par an au sein des dispositifs d'accompagnement et environ 2 400 microcrédits distribués. D'accord, merci. Et à propos donc de crédit, pour Mélo ou pour Provenir, à qui s'adressent pour vous vos solutions et en quoi ça améliore l'accès au crédit, ça contribue à l'inclusion financière? Corinne, vous voulez... Merci. Donc, chez Provenir, on travaille, on est partenaire avec les banques, les institutions financières et on les aide à être plus inclusives. En même temps, parce que nous, on fait les différenciations entre inclusivité financière et inclusivité crédit. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, pour avoir une relation avec une banque, par exemple, la banque doit faire une évaluation de si la personne face à eux peut payer et veut payer. Et c'est sur ces deux critères que toutes les décisions sont prises. Et ces décisions-là sont basées sur les données qui sont disponibles. Et dans beaucoup de pays, il y a des sources de données qui sont très bien connues, mais les problèmes avec ces sources de données, ça limite la population à la même population. Et quand on a les personnes en situation de fragilité, souvent ils sortent de ces populations, ils ne sont pas représentés dans ces données. Donc c'est très difficile d'entrer dans le système. Soit moi, par exemple, je suis venue d'Angleterre vivre en France. En Angleterre, j'avais l'accès à crédit. Arrivé en France, je n'avais pas tous les papiers qu'il fallait pour avoir un compte de banque en France. Donc, c'est très compliqué d'entrer dans les systèmes, même pour quelqu'un qui n'a pas forcément les problèmes de travail, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des sources de données qui permettent les banques d'avoir ces critères de déterminer quelqu'un qui est en dehors de population, on peut dire classique, si ils veulent payer, ils peuvent payer. Donc pour ça, on utilise les données un peu à part des classiques. Donc ça peut être les données qui prennent des informations sur les petits boulots. On sait que les systèmes d'évaluation actuels, si moi j'ai travaillé dans mon boulot pour une dizaine d'années, je suis propriétaire, je suis mariée, j'ai un bon salaire, ça passe. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont même pas l'ambition de rentrer dans ces catégories-là. Donc il faut les données différentes, il faut savoir cumuler tous les petits boulots qu'il fait de prendre ces décisions-là. Donc ces sources de données comme ça aide. On peut ouvrir aussi sur les données évaluation psychométrique. Donc, on a des partenaires très innovants qui prennent les données de, par exemple, le portable qui est utilisé pour faire les demandes et il fait l'évaluation de est-ce que la personne recharge régulièrement la batterie du portable ou est-ce que le portable est souvent à sec pendant la journée. Et ça, il y a une correspondance assez près entre ça et le lien avec le risque qui génère la personne. Donc, c'est toutes ces sources de données innovantes qui permettent les banques d'ouvrir cette population à d'autres personnes. Et souvent, c'est d'avoir les personnes qui entrent dans une relation financière et après, les banques peuvent faire les petits crédits. Et ça peut être un crédit, par exemple, de 50 €, 50 livres pendant 2-3 mois. Et après, avec les performances, avec ça, ils créent une image de comment cette personne génère leurs finances, leur crédit. Et comme ça s'ouvre les portes encore plus.
Donc, on permet que, pas juste à le point d'entrer en relation, mais aussi pendant toute la relation, ça crée une image de la personne et ça peut grandir leur accès à le crédit dans le futur. D'accord. Et Laurent, donc, vous, quel est le problème que vous résolvez? Ou quel est le problème que rencontrent vos clients et quel est le problème que vous résolvez? Donc, nous, en fait, on s'adresse aux entreprises qui vont s'adresser justement aux populations en fragilité. Ça veut dire que dedans, on a une clientèle, on va dire, financière, donc les banques et sociétés de crédit, où l'enjeu, c'est en effet de dire quels sont les clients à qui je peux octroyer un financement, qui bien souvent peuvent être des petits financements pour des raisons simples. Ma voiture est en panne, j'en ai besoin pour aller bosser. Mon frigo est en panne, il m'en faut un nouveau. Ou j'ai un reliquat d'impôt, voilà, qui sont souvent les trois motifs un peu clés. Et en fait, l'enjeu, Corinne l'a bien dit, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on prête à ceux à qui on a déjà prêté et pour qui ça se passe bien. Et on laisse de côté toutes les populations un peu atypiques en termes de job. Donc, en fait, les gens qui ne sont pas en CDI, ou qui ne sont pas retraités, ou qui ne sont pas fonctionnaires. Or, ben voilà, il faut des solutions pour eux. Et là-dessus, les solutions, elles sont en amont, au moment où on les aide. Parce qu'à un moment, les accompagner, c'est les aider à pouvoir avoir un job. Parce qu'avoir une voiture, c'est le moyen d'avoir un travail. Enfin, c'est ce genre de choses. Et donc, c'est comment, je dirais, regarder le comportement de la personne et pas la case à laquelle elle appartient. Et c'est là où, par exemple, l'open banking est extrêmement intéressant, parce que finalement, vous pouvez très bien gagner 1 500 € par mois et être quelqu'un de très rigoureux dans votre gestion financière, et à l'inverse, gagner 10 000 et être un très mauvais payeur. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment utiliser la data pour favoriser les comportements, on va dire, vertueux. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un problème à un moment qu'on va en avoir toute sa vie. Et donc, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet aussi sur le curatif, parce que souvent, quand on parle d'accident de la vie ou autre, c'est les sujets de recouvrement. Et donc, là aussi, plutôt que d'être sous la pression classique d'un conseiller ou autre qui va vouloir récupérer au maximum, c'est comment avoir une vision la plus claire possible de la situation réelle du client pour faire un plan d'appurement qui est réaliste et pas qui va être totalement irréaliste. Donc ça, c'est tout le sujet bancaire financier. Et le deuxième, c'est aussi comment s'adresser à des sociétés qui veulent faire, par exemple, de la location ou de l'abonnement, donc qui ne sont pas des sociétés de crédit, donc pas accès au FICP, au FCC ou autres. Et l'enjeu, c'est pour eux pouvoir louer un téléphone portable, notamment reconditionné, donc pouvoir proposer des plus petits prix et malgré tout pouvoir évaluer un risque lié au remboursement. Donc voilà le périmètre un peu de ce qu'on fait. Donc ça fait une transition parfaite pour Thomas. Nickel, donc qui avait quand même résolu un problème qui est l'accès au compte bancaire sur tout le territoire à Monoprix. Quels sont vos clients maintenant? Est-ce qu'ils ont des problèmes que vous n'avez pas encore résolus? Je pense notamment aux besoins de mini-crédit, par exemple, qu'on vient d'évoquer. Très bien, merci. Donc Nickel existe, c'est vrai, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on a ouvert plus de 3,6 millions de comptes en France et puis maintenant en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne. On ouvre actuellement plus de 65 000 comptes par mois. Il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est la taille d'une ville comme La Rochelle qui tous les mois nous rejoint. Donc c'est un développement qui est très rapide et donc on voit bien qu'on répond à un besoin qui est fort. Le besoin auquel on répond, c'est de pouvoir ouvrir et accéder à un compte avec un IBAN et la possibilité de recevoir toutes sortes de revenus et de gérer son argent au quotidien. Et donc nous, le problème auquel on répond, c'est le besoin de payer et d'être payé. Voilà, c'est comme ça qu'on le présente. Et en fait, donc sur ces 3,6 millions de clients qui nous ont rejoints, on peut les décomposer en 3 catégories globalement. La première catégorie, ça va être des clients qui n'ont pas un accès facile à la banque traditionnelle. C'est-à-dire c'est typiquement celui qui, quand il se présenterait dans une agence, la première réponse qu'il recevra, c'est un non. Et il vient chez nous pour être sûr d'avoir un oui, et puis un compte qui est comme tout le monde, sans avoir à solliciter un compte spécifique comme le forfait de compte ou solliciter le droit au compte auprès de la Banque de France. Donc ça, c'est la première catégorie de nos clients. Deuxième catégorie, c'est des clients qui viennent chez nous pour la simplicité et pour le prix.
Voilà, un compte qui coûte moins cher et qui est très facile à gérer et à ouvrir. Et puis une dernière catégorie de clients qui viennent chez nous pour des usages plus secondaires. Voilà. Comment on a réussi à faire ça, à rendre ce compte très accessible là où il y avait un vrai manque dans le marché? C'est qu'on a apporté 2 innovations très fortes. La première, c'est que le compte peut s'ouvrir vraiment en 5 minutes et de façon très simple. Et en 5 minutes, vous avez dans vos mains une carte qui vous permet de retirer et de payer partout dans le monde. Vous avez une application qui marche et la possibilité de faire tous les moyens et d'avoir tous les moyens de paiement qu'une banque traditionnelle peut vous offrir. Et ça, en 5 minutes, à travers un réseau de points de vente physiques. Et puis la deuxième innovation, c'est que ce compte fonctionne en temps réel, sans aucune mauvaise surprise, ni pour le client, ni pour nous, et, en évitant tout risque de découvert. Et donc, on ne craint pas le risque de crédit de nos clients, ce qui nous permet, évidemment, d'ouvrir les portes en grand. Alors, tu me posais la question, est-ce qu'il y a d'autres frontières pour nous maintenant, après avoir démocratisé le compte? Est-ce qu'on peut démocratiser d'autres services financiers? Et c'est exactement la question qu'on est en train de se poser actuellement. On a un stade de maturité qui nous permet maintenant de voir un petit peu plus loin. Et donc, et d'autant plus qu'on a 42% des clients chez nous qui n'ont qu'un compte nickel. Ils n'ont aucun compte ailleurs. Et on a 2/3 de nos clients qui nous utilisent comme leur compte principal. Donc pour eux, on est leur banque, même si on n'est pas tout à fait une banque, on est un établissement de paiement, mais nos clients ne voient pas trop la différence. Et donc ils attendent de nous aussi qu'on réponde à d'autres besoins qui sont traditionnellement couverts par les banques, et notamment je pense à l'épargne, au crédit, voire même à l'assurance. Et dans ces domaines-là, on est en train de faire des expériences justement, parce qu'on n'a pas vocation à se transformer en une banque en ligne classique ou à offrir tout le panel d'une banque traditionnelle, mais de démocratiser ces services-là comme on a réussi à le faire avec le compte courant. Et donc voilà, ça c'est la frontière sur laquelle on travaille. Donc on fait des tests actuellement, au moment où je parle, notamment sur le crédit et l'assurance, avec un certain succès pour l'instant, mais ce n'est que le début. D'accord, merci beaucoup. Alors Arthur, ça peut paraître un peu étonnant d'avoir sur cette table ronde, et là on a beaucoup parlé de difficultés financières, la bienveillance financière qui fait du conseil patrimonial. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi vous répondez à des problématiques de personnes en situation de fragilité, et quels problèmes vous avez à traiter au quotidien? Avec plaisir, merci. Donc moi, effectivement, je représente donc la bienveillance financière. Juste une précision, nous, on parle pas forcément seulement de personnes fragiles, on parle dans notre droit du patrimoine de personnes vulnérables. Et en fait, c'est 2 grandes catégories de population. La première, c'est des handicapés, alors soit de naissance, soit liés à un accident de la vie, soit c'est aussi toutes les personnes âgées, voire maintenant les personnes très âgées. Et donc vous voyez qu'ici, déjà assez rapidement, dans les idées qu'on voulait un peu challenger aujourd'hui quand on a préparé cette table ronde, quand je parle en fait de la population de la personne âgée, en fait, on parle de toutes les personnes qui sont à Station F aujourd'hui. Je m'explique, je pense que vous avez tous l'intention de vieillir et vous allez tous vraisemblablement être confrontés au vieillissement, que ce soit de vos parents, de vos grands-parents, d'oncles ou tantes qui n'ont pas d'enfants. Et donc, vous voyez que pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement large. Et tout à l'heure, tu disais, c'est pas un sujet de niche. Moi, je ne peux que aller dans ton sens. C'est vraiment important d'avoir cette perception. Alors, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut mettre à disposition de tous les acteurs de la gestion de patrimoine, des banquiers, des CGP, des assureurs, une expertise qui était autrefois réservée aux clients de la gestion de fortune. Donc nous, on appelle ça l'approche globale, le conseil patrimonial global et augmenté. C'est, si vous voulez, la réunion de savoir-faire juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers, humains, qui vont nous permettre en fait de mettre à disposition des clients de nos clients une approche globale. Alors, pour revenir sur déjà des choses qui ont été dites, on utilise l'open banking évidemment, puisque il y a des trésors de data chez tous nos partenaires qui aujourd'hui sont souvent exploités uniquement dans un but réglementaire. Nous, on les encourage vraiment à avoir une version très large de ces données, mais c'est aussi la possibilité, par cette approche globale, c'est un petit peu, si je peux être un peu plus concret, un petit peu comme si en même temps, dans ce qu'on appelle une recommandation patrimoniale, pour les clients de nos clients, se mettaient à travailler autour d'une table un notaire,
un avocat en droit de la famille, un avocat fiscaliste, un agent immobilier, un expert comptable si le dossier concerne un chef d'entreprise. Et donc toutes ces expertises vont permettre deux grandes choses, de la prévention et de l'anticipation. Tous les sujets qu'on aborde, il y a des accidents de la vie, mais il y a des choses qu'on peut prévoir, il y a des choses qu'on peut anticiper, vous en avez tous parlé, par des outils informatiques, par des effets d'expérience, et parce que souvent, les conseillers qui sont sur le terrain, ils connaissent leurs clients. Donc eux, ils ont cette expertise-là. Et donc nous, ce qu'on veut leur mettre à disposition, c'est vraiment cette capacité à donner du sens, puisqu'on parlera sûrement à un moment donné de l'éducation financière. Il faut aussi relever un défi qu'on a tous, c'est le fait que très rapidement, quand on utilise les jargons du métier, on peut perdre les gens. Donc il faut qu'on apprenne à développer l'expertise dont je vous parlais, mais aussi en déjargonnant de façon écrite, de façon pédagogique, de façon personnalisée. Alors concrètement, les problématiques, parce que là aussi je crois que c'est important d'être très concret et que tout le monde se rende compte à quel point c'est un sujet qui nous concerne tous, on peut traiter pour nos clients des familles par exemple qui ont un enfant handicapé. On va dire que c'est le premier sujet que vous avez évoqué, auquel on peut penser spontanément bien sûr, mais ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas d'enfants. Des personnes qui ont des enfants qui sont loin de chez eux géographiquement en termes de situation professionnelle. C'est toutes ces situations aussi d'anticipation de l'âge. Et donc très concrètement, pour qu'encore une fois ça vous parle, c'est de parler de solutions donc, globales, juridiques, fiscales et financières. Donc nous, on va être capable de leur mettre en avant le mandat de protection future. Qu'est-ce que c'est qu'une donation graduelle? Qu'est-ce que c'est qu'une donation résiduelle? Comment, avec une SCI, on peut protéger la résidence principale qui va être occupée par les parents? Souvent, les parents qui ont un enfant handicapé, vous savez, ils ont un sujet majeur de préoccupation. Qu'est-ce qui va advenir de mon enfant le jour où on ne sera plus là? Donc, vous voyez, tous ces sujets-là, il faut les adresser, il faut les anticiper. Et nous, ce qu'on veut et ce qu'on est en train de révolutionner, c'est vraiment le fait de leur mettre à disposition cette expertise globale, cette expertise patrimoniale. Ça me donne envie de rebondir sur la question des modèles économiques ou de la viabilité économique des services qu'on donne dans ce type de situation. Justement, la bienveillance financière, c'est quoi le modèle économique? Qu'est-ce qui fait la viabilité économique des conseils comme ça, du temps qu'on passe auprès de clients? Alors nous, il y a un sujet, vous savez, on a tous entendu cette expression, les Français ne seraient pas prêts à payer le conseil. Nous, en tout cas à travers notre expérience, moi je ne suis absolument pas d'accord avec cette assertion. Moi je crois que le conseil de qualité global, quand vous apportez un vrai service au client, il doit être facturé parce qu'il a une valeur énorme. Ensuite, on a, par rapport au réseau traditionnel que tu commençais à citer, on a deux enjeux. On a souvent un enjeu de formation, on l'a évoqué aussi, encore faut-il que les conseillers qui sont plus près du terrain de leurs clients, qui ont conscience ou pas, qui sont face au sujet ou qui vont devoir l'anticiper ultérieurement, est-ce qu'ils ont les compétences, est-ce qu'ils ont la formation nécessaire? Et deux, est-ce qu'ils ont le temps? Parce qu'on sait que dans certains établissements, que vous ayez comme ça aussi un chiffre en tête, dans un portefeuille client, un conseiller, il peut avoir jusqu'à 2000 clients en portefeuille. Donc forcément, nous, notre enjeu, ça va être d'apporter une solution qui va être le plus clé en main possible, le plus data-driven, le plus fonctionnant en API quand c'est possible, pour être capable de produire ce conseil global qui va vraiment résoudre les solutions des clients et s'inscrire dans un modèle économique pour nos partenaires. Je peux le dire, c'est pas un secret, qui est double: facturation d'honoraires et deux, meilleure collecte et meilleure compréhension des enjeux clients, et donc pas seulement plus de placements financiers, mais je dirais mieux de placements, puisque là, on s'inscrit vraiment dans la durée, dans une trajectoire patrimoniale, dans un planning patrimonial. Et donc, du coup, pour eux, il y a vraiment deux revenus, la facturation du conseil et les rétrocommissions sur les placements pertinents qu'ils ont pu placer grâce à une recommandation. Facturation du conseil qui est une réalité pour certains de tes clients? Alors nous, c'est même plus que ça. Moi, c'est vraiment un de mes fers de lance. Aujourd'hui, on va faire à peu près 5000 bilans patrimoniaux en 2023. Ils sont tous facturés par nos partenaires à leurs clients.
Alors les prix varient en fonction, chacun bien sûr est libre de sa politique tarifaire, mais aujourd'hui nous on en est un cas vivant, un cas pratique vivant. 100% des conseils qu'on pratique, on accompagne nos partenaires aussi à ça, parfois c'est des formations, mais ils sont tous facturés. Et alors chez Point Passerelle, vous accompagnez beaucoup les clients. Un peu quel est l'équilibre économique du modèle du Crédit Agricole là-dessus? En fait, les points passerelles, il y en a 90 et ils sont à peu près moitié-moitié dans des structurations juridiques, soit d'associations à côté de la banque, soit de services intégrés à la banque. Donc en termes de modèle économique, c'est relativement simple. Les personnes nous sont prescrites par les conseillers bancaires en agence. De fait, c'est donc pris en charge par la banque. L'ensemble des services que l'on apporte aux personnes en situation de fragilité et qui vivent un moment difficile sont également pris en charge par les partenaires. Quand on a un assureur qui va venir faire une prime ou une absence de prime ou une assurance gratuite sur certains objets à nos bénéficiaires, il va le prendre comme une action de mécénat ou une action de prévention de sa propre activité. Donc on n'a pas un modèle économique dans le sens où on ne cherche pas une scalabilité sur ces points passerelles. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à accompagner en bout de course les personnes qui, de toute façon, vous l'avez dit, à tout moment dans la vie, peuvent avoir une situation de fragilité. Et on n'adresse pas avec cette solution les fragilités au sens large du terme financières qui, elles, sont traitées bien évidemment par de l'IA, par de la data, par d'autres sujets, mais qui sont plus mass market. Là, on est vraiment sur comment est-ce qu'on innove en mettant autour de la table un ensemble de partenaires qui, chacun, dans leur responsabilité sociétale, vont prendre une partie de leur activité et vont la mettre à disposition de ces personnes sur le logement, sur l'alimentaire, sur la santé, sur les assurances. Et alors, Nickel, je crois est une banque qui est rentable aujourd'hui. Donc, intéressant de voir quelles sont les conditions de rentabilité de Nickel aujourd'hui quand on se compare quand même à d'autres banques en ligne sur les particuliers qui ont du mal à trouver leur équilibre économique. Et surtout, comment vous envisagez d'introduire des nouveaux services sans perturber le modèle économique actuel? Nickel. Ouais, très bien. D'abord, c'est vrai que Nickel fait partie des rares néobanques, j'utilise ce terme avec précaution, mais je crois qu'il y a une étude qui a été publiée en 2022 qui recensait 400 néobanques dans le monde. Il y en avait qu'une vingtaine qui étaient rentables. C'était le cas de Nickel. Et nous, on l'est depuis 2018, rentable. Et dès la création de Nickel, c'était un objectif affirmé, parce que la rentabilité nous permet d'assurer la continuité et la pérennité de notre offre. Voilà, ça c'était donc une volonté très forte de nos fondateurs. Et donc ça repose sur deux piliers qui sont assez simples d'être rentable, c'est avoir des revenus et maîtriser ses coûts. Alors comment on développe des revenus? D'abord, Nickel est payant depuis le départ parce comme tu le disais Arthur, on est convaincu de la qualité du service qu'on apporte et que ce service a une valeur. Et cette valeur, on la facture 20 € par an aujourd'hui. Donc voilà, donc tous nos clients payent le service et on fait jamais de dérogation tarifaire. Voilà, et on a une liste de services qui sont payants. Ça tient sur quelques lignes, sur un demi-format A4. Donc c'est vraiment très simple, notre tarification elle est très transparente. Et voilà. Et à la fin de l'année, ça revient environ 3 fois moins cher qu'une banque traditionnelle pour nos clients, mais quand même, ils payent ce service. Et comme on a de plus en plus de clients, nos revenus augmentent. Et comme nos clients nous utilisent aussi de plus en plus, le revenu par client tend à augmenter lui aussi depuis plusieurs années. Voilà, comment on génère du revenu. Et ensuite, sur les coûts, d'abord, on a un modèle qui repose sur un réseau qui, nous, est quasiment 100% en frais variables. C'est le réseau des buralistes en France et puis des commerces de proximité en Europe. C'est un réseau que l'on rémunère à l'acte. Donc, c'est une rémunération qui est totalement variable. Et puis ensuite, on a un autre élément dans nos coûts, c'est qu'on a un coût d'acquisition client qui est très très faible. Nos clients viennent beaucoup par le bouche à oreille et par la qualité de service que l'on apporte qui génère de la recommandation et donc cet effet bouche à oreille, ce qui fait qu'on a un coût d'acquisition client qui est très faible et qui ne pèse pas dans notre PNL. Donc voilà comment Nickel est rentable depuis 2018 et chaque année qui passe, cette rentabilité elle double. Donc
Voilà. Voilà comment nous sommes rentables. Alors, tu posais la question ensuite, est-ce que les offres auxquelles on commence à s'intéresser risquent de menacer cet équilibre? Pas du tout. D'abord, pour deux raisons principales. La première raison, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on commence à essayer de diversifier un peu et d'aller au-delà du compte courant. On le fait parce que c'est un besoin qui est exprimé par nos clients et non pas un besoin pour nous de générer du revenu supplémentaire pour être rentable. Rentable, on l'est déjà, et avec notre modèle, on l'est de plus en plus grâce aux économies d'échelle qu'on génère, tout simplement. Donc, nous sommes de plus en plus rentables, donc on n'a pas besoin de diversifier notre offre pour cela, ce qui apporte déjà beaucoup de tranquillité par rapport à ce que je peux voir sur le marché, où d'autres se diversifient pour générer des revenus quand le compte courant est gratuit, quoi. Donc, voilà, nous, ce n'est pas le cas. Donc, le premier élément, c'est qu'on n'en a pas besoin pour continuer à être rentable et pour durer. On le fait pour répondre à un besoin client, cette diversification. Et deuxièmement, c'est la façon dont on le fait. On le fait en s'appuyant sur des partenaires. Donc, on ne développe pas nous-mêmes de nouvelles offres. On s'appuie sur des professionnels, donc que ce soit sur le crédit, l'épargne, l'assurance. On est en discussion avec des spécialistes de ces sujets auxquels on se branche grâce à l'open banking notamment. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir proposer ces produits à nos clients avec un investissement minimum de notre part et en faisant porter l'expertise et quelque part le risque du produit sur nos partenaires, parce que eux, c'est leur métier et c'est pas forcément le nôtre. Nous, notre métier, il reste de gérer le compte courant de nos clients. Donc voilà pourquoi je n'ai pas peur que cette diversification puisse mettre en péril l'équilibre économique de Nickel. Au contraire, voilà. Au contraire, on le fait vraiment pour fidéliser davantage nos clients et encore plus les satisfaire. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est même un facteur de fidélisation des clients. Et donc, dans l'expansion internationale de Nickel, vous avez gardé le même modèle de distribution. Bon, il n'y a peut-être pas des bureaux de tabac, mais je ne sais pas quel type de commerce en Allemagne, en Belgique, au Portugal, en Espagne, vous avez pu trouver. Absolument. On a gardé exactement le même modèle parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qui nous rend si spéciaux, originaux sur le marché. Je pense qu'on est les seuls à être à la fois un acteur très digital et être né avec cette vague des néobanques et en même temps proposer un réseau physique de points de vente. On a plus de 10 000 points de vente aujourd'hui en Europe. On approche les 11 000 même. Et donc, alors en France, ce sont les bureaux de tabac, qui sont d'ailleurs actionnaires de Nickel, hein, les bureaux de tabac. Mais on a en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, trouvé des réseaux qui ressemblent beaucoup aux bureaux de tabac. Alors, soit ce sont des bureaux qui vendent effectivement du tabac, mais souvent qui vendent aussi des jeux et de la presse. Et en fait, ils font souvent les trois. Et ces réseaux-là, même s'ils ne sont pas organisés exactement comme en France, ils existent un peu partout en Europe. Et nous, on aime beaucoup s'appuyer sur eux parce que ce sont des commerces qui sont réglementés, qui ont déjà l'habitude d'obéir à certaines règles. Et évidemment, notre activité elle est très réglementée aussi. Chacun de nos points de vente est agréé à la fois par la CPR, mais également par le régulateur local, donc la BaFin en Allemagne, la Banque d'Espagne en Espagne, etc. Et donc, voilà, donc on aime bien que ce réseau ait déjà l'habitude de répondre à des règles. Et puis, ce sont des commerces de proximité très populaires, avec un très fort trafic, beaucoup de passages dans le point de vente. Et voilà, c'est exactement les réseaux qu'on aime et qu'on va chercher. Alors, pour les solutions de scoring en Open Finance ou en Open Data, quel est le retour sur investissement de ce type de solution? Laurent, oui, déjà. Alors, d'abord aujourd'hui, Milo est une entreprise qui est rentable. Donc, ça veut dire que nos clients payent un service et a priori, ils y trouvent un intérêt. Voilà, ils y sont depuis quelques temps. Et en fait, ce qu'on leur permet, c'est trois choses. Alors, globalement, tenir un coût du risque. Parce qu'on parle de coût du risque, on parle de crédit, etc. Mais pas que. On a une trentaine de clients aujourd'hui, dont certains dans l'énergie, etc. Et le sujet de l'impayé est un sujet qui va bien au-delà de simplement le financement. Tenir le coût du risque. Ensuite, c'est vraiment ouvrir des nouveaux clients. Parce qu'en fait, globalement, je reviens, prêter aux gens en CDI ou aux fonctionnaires, il y en a proportionnellement de moins en moins. Donc il faut offrir des solutions à tous les autres, les intérimaires, les freelances, les livreurs Uber, enfin toute cette nouvelle, en tout cas, toute cette population qui généralement est un peu exclue.
et en leur proposant des services au juste prix. Parce que historiquement, les populations fragiles, c'est ceux sur lesquels on gagnait bien sa vie, parce qu'on rajoute des agios, des frais, des pénalités. Il ne fallait pas qu'ils tombent dans le surendettement, parce que là, on perdait tout, mais voilà, il fallait les maintenir juste là où il fallait. Et pour avoir des services au juste prix, eh ben, il faut avoir des coûts d'exploitation très faibles. C'est là où l'utilisation de l'open data va permettre en fait, d'améliorer la productivité et donc de gagner de l'efficacité. Donc, plus de clients, moins cher en termes d'acquisition et de la productivité pour baisser. Tu parles de productivité ? Oui, vous mesurez comme ça les gains de productivité sur, j'imagine, des back-office ou des middle qui font de l'onboarding de clients ou... Oui, tout à fait. En fait, historiquement, il y a encore beaucoup de traitements manuels. Alors, il y a du déclaratif, puis après, il y a du traitement de documentation, etc. Et c'est vrai que l'open banking, pour lequel pendant longtemps, on s'est posé la question de à quoi ça allait vraiment servir en termes d'usage client, c'est assez magique pour ce qu'on peut en trouver. Et ça permet de traiter, là où avant, il fallait 15 minutes avec un relevé de compte et des stabilos, faire des traitements instantanés. Voilà. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Et c'est aussi, ça permet de limiter tout ce qui va être fraude, etc. Alors dans la fraude, il y a l'usurpation de l'identité, mais aussi le fait de décider de ne pas payer. Quand on ne paye jamais rien, est-ce que c'est de la fraude, pas de la fraude ? On peut toujours en parler. En tout cas, c'est de la perte financière. Et ça aussi, quand on le tient, ça améliore le modèle économique. Alors l'open banking, ça signifie pour un client concrètement d'accepter de donner l'accès à son compte bancaire ou ses comptes bancaires. Quel est le taux d'adoption aujourd'hui par les clients, les consommateurs de cette pratique ? Alors en France ou en Angleterre, m'intéresse d'avoir cette comparaison. Corinne ? Donc, je pense que la prévision, c'était que ça sera, et c'est le cas, ça sera beaucoup plus adopté en Angleterre qu'en France. Mais il faut dire que je pense qu'en France, ça accélère, mais je pense que c'est vraiment il y a toujours une réticence de partager des données. Je pense que ça, c'est culturel. Mais je pense que le gros déclic, c'est quand on voit qu'on a un bénéfice en retour. Donc, dans ma donnée, pour je ne sais pas pourquoi, non. Mais dans ma donnée, parce que je vois le bénéfice, ça a quelque chose pour moi. Là, oui, ça ouvre les portes. Et je pense que ce qu'on a maintenant, c'est que les organisations bancaires ont réalisé ce que ça donne. Et c'est beaucoup plus offert comme option. Même dans le parti B2B aussi, hein, il y a plusieurs prêteurs qui basent presque tout leur business sur un lien open banking. Parce qu'ils ont trouvé que ça ajoute tant de valeur. Et vu que ça m'évite en tant que chef d'entreprise de remplir tous les formulaires. Oui, j'ai fait les connexions parce que je vois vraiment l'intérêt pour moi là-dedans. Et je pense qu'avec le temps, on trouvera plus et plus d'utilisation pour ça et ça sera utilisé encore plus largement qu'aujourd'hui. Mais c'est vraiment cette idée de gagnant-gagnant qui s'ouvre les portes. Vous avez des chiffres de taux d'adoption de l'open banking sur les différents pays européens ? Moi, je n'ai pas en tête, non, désolée. Alors en fait, derrière la notion d'adoption, alors en fait, d'abord, est-ce que le client est parfaitement conscient de tout ce qu'il transmet comme info, etc. Bon, ok, pas tout à fait. Pour autant, d'abord, il donne son consentement, donc on n'est pas sur quelque chose de fait sauvagement dans un coin. En fait, le taux d'adoption va changer suivant qu'on est en relation de confiance, c'est-à-dire en vente assistée, donc avec quelqu'un qui va être là et qui va dire voilà, j'ai besoin que vous vous connectiez, voilà ce que ça veut dire, et voilà à quoi ça va servir. Dans ces cas-là, on réussit à avoir des taux d'adoption qui sont élevés. Nous, sur certains réseaux, on réussit à atteindre 90% de clients qui acceptent de le faire, parce qu'il y a une motivation et un bénéfice. Tant qu'on était dans l'open banking gadget, qui était je vais catégoriser mes comptes, bon, ok. Ouais. Quand je veux avoir une voiture ou avoir un financement, je suis prêt à le faire. Donc, vente assistée, on peut monter jusqu'à 90%. Et nous, on a un autre exemple avec un de nos clients, full digital. Et là, on dit au client, soit tu fais de l'open banking et tu as une réponse instantanée, soit tu fais un dossier à l'ancienne. Donc en plus, on laisse le choix. Et on est passé en un an de 40% d'adoption à plus de 70% aujourd'hui. En France ? En France. Et on sait que certains pays comme l'Espagne ou autres sont plus en avance que nous là-dessus. Mais globalement, les clients s'approprient ça plus vite que ce qu'imaginent les organisations qui ont mis ça dans leur plan projet. Alors il y a quelque chose qui vous relie tous finalement, c'est l'accompagnement des gens dans la gestion de leurs finances.
ou l'éducation financière, je ne sais pas si le terme est tout à fait correct. Quel est votre point de vue là-dessus? Nickel, par exemple, quelle position vous prenez sur l'accompagnement de la gestion de son budget? Jusqu'où vous voulez aller dans l'accompagnement humain ou automatique? Enfin, c'est un peu le... Oui, bien sûr. Quand on parle des clients fragiles ou vulnérables, etc., il y a souvent une question de capacité à gérer un budget et donc de culture financière, c'est sûr. La façon dont on y répond, nous, on le fait d'abord grâce au temps réel. Donc nos clients, quand ils consultent leur compte, toutes les opérations sont là et le solde est mis à jour en temps réel tout le temps. Donc il n'y a pas une opération, qu'elle soit au crédit ou au débit d'ailleurs, qui va passer demain mais qui est déjà engagée et qui ne soit pas dans le solde du compte. Donc ça permet déjà de grandement simplifier la façon de gérer son compte puisque c'est un peu comme une tirelire, quoi, hein. Soit il y a de l'argent dedans, ou la poche de son pantalon en fait, hein. Soit il y a de l'argent dedans, soit il n'y en a plus, mais on le sait tout de suite. Voilà, donc ça c'est la première réponse qu'on apporte, je dirais, c'est le temps réel et donc le fait de ne pas avoir à se dire, tiens, je sais que j'ai des opérations qui vont venir et qui vont me mettre en difficulté demain. Donc chez nous, ce n'est pas le cas. La deuxième façon qu'on a d'y répondre aussi, c'est que nous, par rapport à une banque traditionnelle, on offre aujourd'hui qu'un seul produit, c'est le compte courant, donc on est les pros de ça et ça fait 10 ans qu'on le fait. Et on le fait en donnant un maximum d'explications aux clients sur les opérations qui sont sur son compte. Et donc, typiquement, chez Nickel, quand vous faites un paiement par carte, si vous cliquez sur l'opération, que vous voulez avoir plus de détails, on va vous donner le logo du commerçant, l'adresse précise du commerce. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir où ça se positionne sur une carte. Vous avez comment vous avez payé. Est-ce que vous avez fait un paiement avec votre mobile? Est-ce que vous avez payé sans contact? Est-ce que vous avez payé en introduisant la carte et en saisissant le code PIN? Est-ce que vous avez payé en ligne? Vous avez le site web du magasin, etc., etc. Tout ça pour faciliter la compréhension des opérations par les clients. Et je vais vous donner un chiffre tout bête, mais rien qu'en faisant ça, on a réduit de 10% les appels à notre service client, en donnant une vision très claire des opérations qui sont sur le compte. Voilà, et puis justement, le troisième, donc premier levier, c'est le temps réel. Le deuxième, une lisibilité très claire des opérations. Et le troisième levier, c'est qu'on a aussi un service client qui est hyper disponible, qui est joignable par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, et qui est hyper disponible pour nos clients et qui est en mesure d'accompagner les clients lorsqu'ils sont en situation de fragilité dite avancée. Et là, on travaille avec des partenaires, des associations qui vont aussi faire un accompagnement un peu plus poussé en cas de besoin. Notamment, on s'appuie sur Crésus, qu'un grand nombre d'entre vous doivent connaître. Et donc, voilà, on est aussi capable d'aller encore plus loin si nécessaire. Et alors, point passerelle sur l'accompagnement, c'est votre cœur de métier, j'imagine. Et dans quelle mesure les nouveaux outils, l'automatisation, l'IA générative rentrent dans vos plans pour améliorer ou... Point passerelle est une réponse parmi d'autres du groupe Crédit Agricole aux problématiques d'inclusion financière et de fragilité. Donc, quand on arrive au point passerelle, c'est qu'on est arrivé à un moment où peut-être des sujets auraient pu être évités auparavant par des bons réflexes d'éducation budgétaire. Donc c'est pour ça que le premier élément que l'on met en avant, nous, c'est d'abord l'accompagnement budgétaire qui est fait par les dizaines de milliers de conseillers dans les agences. C'est leur job en fait au quotidien de pouvoir donner quelques bons réflexes. Tout le monde doit avoir une épargne de précaution avec un premier livret. Vous l'avez dit, des bons conseils assurantiels. On voit énormément de gens, et notamment des jeunes qui peuvent être en difficulté financière parce qu'ils vont avoir un accident de voiture et qui n'étaient pas assurés. Donc aussi donner ce type de conseils au niveau bancaire par le conseiller dès le démarrage et puis aller former le maximum de jeunes dans les écoles, dans les missions locales, dans les services civiques, partout, et pas seuls. Donc bien sûr, nos 700 ou 800 bénévoles des points passerelles ont cette mission
de faire des ateliers de prévention budgétaire, mais on va le faire avec l'ensemble des partenaires bancaires autres, travailler sur des contenus d'éducation budgétaire avec Mastercard, avec tous les acteurs bancaires de la place, travailler sur des semaines de l'éducation budgétaire, les mettre en valeur, pour que toutes ces situations n'arrivent pas. Donc on pense qu'il y a déjà un premier élément qui est ça. Et puis si on doit parler d'innovation sur l'éducation budgétaire, eh ben, c'est rentrer dans les réseaux sociaux, aller sur TikTok, aller dans les... on a fait Fortnite cette année où on a eu une team qui a fait de l'éducation budgétaire à travers Fortnite. Donc c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour toucher la cible en amont, au bon moment, et à chaque moment où ça peut avoir une pertinence. Et puis après, on a bien évidemment de l'IA générative, on travaille sur la data de nos clients pour détecter la prévention, pour détecter les situations de fragilité et orienter vers des personnes qui vont être spécialisées. Et donc ça, on le fait, mais encore une fois, si je suis venue là avec Point Passerelle, c'était aussi pour faire un pas de côté par rapport à cette innovation technologique et de dire que, bien sûr, il y a de l'innovation technologique et on en a réellement besoin au vu des grands enjeux qui nous attendent. La transition, on en a parlé, énergétique, va créer encore plus de fractures sociales et il va falloir adresser des nouveaux besoins comme on le fait sur la mobilité notamment et bien d'autres choses, le logement, la rénovation énergétique pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Mais pour autant, on est persuadé que l'humain et le travail en réseau avec des partenaires locaux dans les territoires, avec les gens qui connaissent le mieux les problématiques locales, sera une clé pour trouver des solutions, et plus d'impact en fait, pour avoir plus d'impact. Donc oui, l'innovation technologique, et je laisserai mes collègues en parler, et bien sûr au Crédit Agricole on en fait, mais accompagné avec un réseau humain que l'on souhaite conserver sur ces sujets-là. Arthur, justement, sur l'accompagnement, je crois qu'il y a un maître mot pour toi, c'est l'anticipation. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu 4 points. Je pense qu'il y a un premier cocktail explosif qu'il faut toujours qu'on ait en tête. Tu as parlé du sujet de l'éducation financière. C'est d'ailleurs l'éducation tout court. Vous avez vu les derniers chiffres sur les enfants en 4e. Il y en a 40% qui savent ni lire ni écrire. Donc on pourrait parler de l'éducation tout court, mais on va se limiter aujourd'hui à l'éducation financière. Mais surtout, il faut aussi qu'on soit tous conscients, nous professionnels qui avons l'habitude d'évoluer dans cet environnement, qu'on est face à un univers qui est d'une complexité et d'une instabilité extrême. C'est-à-dire que c'est pas simplement que les Français n'ont pas l'éducation financière nécessaire, c'est qu'objectivement, on est dans un cadre qui est extrêmement complexe quand on cumule les aspects juridiques, fiscaux, financiers, les conditions de ressources, les plafonds, les pénalités, le jargon que les différents spécialistes de la gestion de patrimoine au sens large ou acteurs de la finance. Donc il faut qu'on soit conscient que c'est vraiment un cocktail explosif. Alors notre réponse, elle est humaine et technologique et en termes de livrables. La première, c'est que déjà, ça nous oblige, nous, quand on fait une recommandation patrimoniale, compte tenu du premier point que je vous explicitais, à faire des réponses. Donc c'est un plan d'action clair, chiffré, personnalisé. On doit donner de l'intérêt, tu le citais tout à l'heure, à expliquer pourquoi mettre en place un testament, pourquoi faire un démembrement immobilier, pourquoi mettre en place un mandat de progression future, ça coûte combien, il faut ordonnancer les choses, il faut faire des écrits qui nous engagent et qui permettent aux personnes de passer la nuit dessus, de réfléchir, de se projeter. Donc ça, c'est une obligation d'avoir vraiment une expérience client extrêmement pédagogique. Ensuite, sur la technologie, là, je te rejoins aussi. Nous, vous l'avez compris, on fait du B2B2C. Donc nous, c'est ce que j'appelais aussi de la vente assistée. Nous, c'est important. On met toujours la relation de confiance entre le client et son conseiller au cœur de tout ce qu'on fait. Donc nous, le conseil augmenté, si vous voulez, c'est un peu une obsession, une démarche de dire comment nos ingénieurs patrimoniaux, quand ils reçoivent un dossier, ils peuvent n'avoir à faire que la partie intéressante, la partie réflexion, mais toute la partie simulation, calcul, projection, la ressaisie des données chez nous est interdite. Voilà. Comment on peut avoir un outil qui permet d'être au maximum de l'efficience possible. Mais ça, c'est côté production. Pour autant, il y a toujours un échange
avec le conseiller qui est en contact du client pour être sûr que lui-même a les enjeux et qu'il pourra lui-même les retranscrire à son client final. Et là-dessus, nous, par exemple, moi je suis toujours historiquement très réservé sur, vous savez, ce qu'on appelle le self-service. On a un service en ligne, les clients ont qu'à l'utiliser. Oui, mais encore une fois, ça doit s'utiliser. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas se tromper d'objectif, avec beaucoup de précautions, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté les Français ont une culture financière qui est déficiente, on est dans un univers professionnel, humain, transition énergétique qui est de plus en plus complexe, on a une réglementation qui est grande, et on va demander aux Français de se débrouiller tout seuls en ligne. Donc c'est là où je te rejoins, c'est très important de ne jamais mésestimer ce besoin d'une alliance entre le digital et l'humain, l'expertise au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, et par contre avec des outils technologiques, on va récupérer en open banking toutes les données pour éviter les taux d'oubli. Donc voilà. Donc moi c'était un peu... Alors juste une chose aussi que tu disais, dernier point, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans l'éducation financière. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pollués par des Mongols qui sévissent aussi en matière financière. Je suis sûr que tous parmi vous, on vous a proposé pour 5 000 € de devenir un magnat d'immobilier sans fonds propres et sans aucune expertise immobilière. Voilà. Donc moi, je suis d'accord, on a tous un rôle à jouer. Nous, modestement, on est une fintech. On produit beaucoup de contenu et notre équipe marketing prend toujours le soin d'apporter la même pédagogie au contenu qu'on produit, et il est en accès libre sur tous nos sites. On fait des vidéos sur Instagram. Alors on n'a pas la puissance du Crédit Agricole, je ne me compare pas, mais en tous les cas je pense que c'est vraiment l'affaire de tous, et on peut tous contribuer à faire avancer la pédagogie financière. Bon, merci. On va faire un dernier tour de table pour conclure. Moi, je voulais quand même rappeler quelques chiffres pour conclure sur ces personnes, ces différentes situations qu'on évoque. Il y a quand même 7 millions d'étudiants, de jeunes de 18-25 ans, 3 millions dans l'enseignement supérieur. Et en 2023, une dernière enquête montrait qu'il y en a 56% qui ont des difficultés financières au point de réduire leur alimentation. Ils sont aussi touchés par la crise du logement. Donc il y a quand même un problème significatif. Le handicap, on a parlé, c'est 12 millions de personnes en France, et avec un taux de pauvreté qui est au-delà de la moyenne nationale, à 17%. Et les personnes âgées dépendantes, ça ne fait que croître. Alors, il y a 15 millions de plus de 60 ans, mais près de 2 millions de plus de 80 ans, et c'est à peu près l'âge moyen de perte d'autonomie. Et donc on voit là un peu l'ampleur des sujets. On n'est pas sur des marchés de niche. Est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que je vais faire un tour de table, est-ce que vous voulez conclure? Oui, c'est ce que je vous disais. Donc on est dans une période un peu particulière où on est dans une phase de transition. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut que cette transition soit juste et qu'elle va appuyer plus fortement sur les personnes les plus vulnérables. Et donc, on a besoin d'avoir nativement des solutions, tous dans nos entreprises et dans nos entreprises financières, qui adressent les personnes qui pourraient être demain les plus fragiles. Et à côté de ça, on a besoin aussi, je pense, de filets de sécurité, une fois le risque avéré, une fois la personne ayant basculé, parce que, vous l'avez dit, je crois, à un moment, les uns et les autres, on n'est pas obligé de rester toute sa vie dans ce moment difficile, et on va en sortir. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'on y rentre et qu'on en sorte? Nous, on a la particularité d'être une banque mutualiste, coopérative, avec des actions qui sont à la fois des actions de mass market, digitales, voilà, extrêmement comme la plupart des banques. Donc, on va avoir des comptes bancaires à 2 € par mois pour les jeunes. On va faire de la MRH à 6 € par mois avec de l'assurance habitation donc on va adresser par un sujet de prix d'entrée de gamme, mais on va aussi adresser par des actions mutualistes locales de proximité, en ayant des actions coup de poing, en ayant un soutien aux jeunes qui vont vouloir rentrer à l'université en leur offrant du matériel informatique, en ayant des opérations aussi de banque alimentaire qui vont être dédiées pour les jeunes. Et donc voilà, donc c'est une question de comment est-ce qu'on intègre ça dans le business comme quelque chose qui va durer. Voilà, je pense. Laurent, tu veux réagir par rapport à ces défis de société? Oui, alors d'abord, nous, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors voilà, on est entreprise émission depuis cette année. On devrait être Bicorp avant la fin d'année, si tout va bien, autour d'un thème de
être plus inclusif et à la fois éviter le malendettement. Alors, moi, ça me parle. Enfin, mon histoire familiale fait que c'est des sujets qui me touchent vraiment. Il y a un sujet d'être plus juste, de faire en sorte que chacun, on est dans une société où il faut pouvoir donner l'accès aux choses et aussi de manière responsable. Et ça veut dire aussi créer du dialogue, et c'est là où l'humain est clé. Oser faire des propositions, parce qu'en fait, on n'a pas proposé de l'aide ou proposer autre chose. C'est pas être condescendant, c'est aussi aider les uns et les autres. Voilà, et donc je pense que la tech va permettre d'aller vite, rendre les choses vite lisibles, et après faire en sorte que l'humain puisse trouver... voilà. Le dialogue va créer les solutions de manière responsable, parce que faire du paiement fractionné, par exemple, pour payer des pizzas, comme on le voit au UK ou autre, est-ce que c'est bien raisonnable de faire ce genre de produit? Arthur. Je vois le compteur, on est passé en rouge, donc je vais me dépêcher. Non, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. On voit bien que c'est des sujets complexes. Moi je pense que juste qu'il faut finir sur une note quand même très positive. On va devenir nous aussi FinTech à mission avant la fin de l'année. N'oublions jamais que la technologie ouvre les champs du possible. Je pense qu'on va vivre une période aussi très très excitante et assez incroyable dans une meilleure utilisation des données. Donc n'oubliez pas que c'est vraiment porteur d'avenir et porteur d'espoir. Et moi la seule chose que je voudrais rajouter, c'est vraiment à quel point le conseil global payant est une réalité aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose dont on a tous besoin, et j'espère qu'on vous a participé à vous convaincre au fait que c'est vraiment un sujet qui vous concerne tous et pas du tout un sujet qui concernerait qu'une toute petite partie de la population. C'est vraiment un sujet mass market. Ouais, moi, pour conclure, je dirais que ne pas avoir un compte bancaire est un élément de fragilité en soi. C'est un élément d'exclusion sociale très fort de ne pas avoir de compte en banque. Et Nickel, on répond à ce besoin-là, le besoin qu'on a tous de pouvoir payer et être payé. L'univers des paiements est un univers qui évolue à grande vitesse. Et nous, ce qu'on essaye de faire modestement, c'est d'apporter toute cette innovation et cette modernité à un public le plus large possible. Et moi, je dirais en 3 mots, les entreprises comme Provenir sont là pour déjà d'automatiser le plus possible, pour qu'on peut après ouvrir à la plus grande population possible, et après prévenir que dans le long terme, on peut identifier même les gens qu'on a entrés dans l'institution, après l'accident de vie, ça arrive et on peut prévenir le plus rapidement possible. Et fait ça de manière automatique pour que l'information arrive sur le bureau de la personne qui peut le traiter correctement. Eh bien, merci beaucoup. Ça conclut la table ronde. Merci à tous. Merci de votre écoute. Et Merci. Merci. Merci.